Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bonjour, merci à vous d'être toujours nombreux pour ces rendez-vous du Marathon des mots. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Francis Tabouret pour son livre Traversée, ainsi que Jean Rollin pour la traversée de Bondoufle. Cette rencontre avec ces deux auteurs a lieu dans le cadre également de la célébration des 40 ans de leur éditeur qui s'appelle POL. Voilà, merci à eux également. Pour commencer, parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui n'ont pas lu un de ces deux ouvrages ou ces deux ouvrages, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de chacun de vos livres ? Je présente mon livre. Oui. Vous pouvez présenter celui de Francis inversement si vous préférez, mais c'est peut-être plus difficile. Oui, je pense que c'est quand même un peu plus facile de présenter le mien. Oui. Enfin, je présenterai volontiers celui de Francis parce que je l'ai beaucoup aimé, et parce que ça parle de choses qui me sont assez chères. J'imagine. Pas tellement les animaux, enfin si les animaux aussi, mais c'est surtout l'aspect maritime de l'affaire qui m'avait plu. Quant à moi, oui, alors la traversée de Bondoufle, évidemment c'est un titre un peu décourageant, mais c'est aussi un choix délibéré d'un titre un peu décourageant. D'abord, ça a révélé quand même à beaucoup de gens, y compris de Parisiens, l'existence de cette commune de Bondoufle, qui, semble-t-il, est peu connu, en dépit de ce nom charmant. Et ça raconte une tentative plus ou moins couronnée de succès, de suivre tout autour de Paris la limite entre la ville et la campagne. C'est-à-dire, en gros, là où la ville, le bâti s'arrête et où commence... non pas la nature, mais généralement l'agriculture, les champs, parfois des forêts, parfois des... Voilà, donc cette zone qui en fait est assez... elle est très difficile à définir, enfin, c'est pas une ligne précisément tracée. Par surcroît, c'est une ligne qui évolue assez régulièrement, généralement au détriment de la campagne, puisque ce n'est pas la campagne qui s'étend dans la ville, mais plutôt la ville qui déborde sur la campagne. Et donc ça représente, je pense, j'ai jamais fait le calcul à tort d'ailleurs, mais ça représente quand même quelques centaines de kilomètres. Et j'ai fait ça, je me suis efforcé de le faire en toute saison, j'ai refait en gros chaque segment de cet itinéraire, parce que je l'ai fait par tranches, à différentes époques de l'année, pour avoir un état différent de tout d'ailleurs, du ciel, de la terre, de la végétation, etc., etc. Et donc ça, l'intérêt, s'il en a un de ce livre, c'est de traverser des biotopes extrêmement différents et assez mal connus, de moi y compris d'ailleurs, puisque par exemple, ça c'est des découvertes plutôt déprimantes. Je n'ai pas fait que des découvertes déprimantes à cette occasion, mais j'ai découvert, par exemple, une chose que j'aurais probablement continué à ignorer sans cela, qui est l'extraordinaire abondance de décharges sauvages. Je n'imaginais pas qu'il y en avait autant. D'une part, de centres de traitement des déchets qui occupent une surface et un volume de plus en plus grand, pour des raisons évidentes dans la région parisienne, mais des choses assez colossales. Et d'autre part, une activité, corrélée à la précédente, qui est l'étendue des décharges sauvages, presque toujours liées au BTP, au bâtiment, et qui sont disséminées dans la campagne d'une façon telle que, manifestement, les propriétaires des terres sont très souvent complices des gens qui viennent déverser illégalement des déchets chez eux, puisque c'est souvent des chemins agricoles qui sont inaccessibles aux véhicules, avec des barrières, il faut un code, bref. Je mentionne ça au passage, parce que ça fait partie des choses que j'ai découvertes. J'en ai découvert quand même pas mal d'autres. Il y a aussi la proximité. Là, j'ai refait une partie de cet itinéraire récemment,
avec un journaliste d'une revue que personne ne connaît, je crois, qui s'appelle Regain, qui est une revue sympathique, bon, peu lue, mais sympathique. Et on a fait ça, là, on a parcouru ensemble la limite de Villiers-le-Bel et de Sarcelles, enfin la frontière entre la ville et la campagne dans la zone de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, Gonesse, Arnouville et Sarcelles. Bon. Et là, je vois, on est donc dans on traverse, c'est un chemin agricole qui traverse des champs, qui sont toujours des champs de céréales, alors parfois du blé, parfois de l'orge, parfois du maïs. Parfois rien aussi. Bon, en l'occurrence, c'était plutôt du maïs. On voit les cités, donc on voit des HLM de Villiers-le-Bel. Donc c'est un paysage extraordinairement éloigné de l'idée qu'on se fait de la nature. Et dans ce paysage, tout d'un coup, surgit les vestiges, enfin le tronc d'un arbre mort absolument gigantesque, mais tellement grand et si magnifiquement découpé qu'on dirait un truc de carton-pâte dans un film d'horreur. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air vrai, cet arbre mort. Et au pied, comme il a un système racinaire extrêmement développé, ça a créé une motte sur laquelle s'est développé, donc au milieu d'un champ absolument nu, il y a cet arbre mort, la motte dans laquelle il est planté, avec une végétation assez touffue. Et là, paf, je l'avais d'ailleurs pas remarqué tout de suite, un gros trou qui est manifestement l'entrée d'un terrier qui peut être un terrier de renard ou un terrier de blaireau, parce que c'est assez difficile de distinguer l'un de l'autre. Et je trouvais que c'était ce truc qui ressemble à une illustration de conte de fées, quoi. Les racines de l'arbre, la végétation autour, l'entrée du terrier. Et tout ça a un jet de pierre, alors là vraiment au sens strict, quoi, un jet de pierre de cité, d'HLM, et dont je pense une ignorance mutuelle, j'en sais rien. Je pense que les gens de la cité ignorent la proximité de ce terrier. En revanche, vraisemblablement, le blaireau ou le renard, lui, ne doit pas ignorer, il n'a pas intérêt à ignorer la proximité des humains. Bon. Mais je veux dire, c'est ce genre de choses aussi que je recherchais. Parce que je suis aussi très attentif à la présence, enfin à ce qui reste de vie sauvage dans les villes ou à la périphérie des villes. Voilà. Et c'est à la fois quand même, dans l'ensemble, comme chacun sait, extrêmement décourageant, puisque c'est l'occasion de vérifier, par exemple, la formidable raréfaction des insectes, des papillons notamment. Et puis c'est aussi parfois, on a parfois de bonnes surprises. Comme, par exemple, je n'imaginais pas... C'est pareil, sur les chants dont je vous parle, on entend chanter l'alouette. Bon, c'est vraiment... On est presque en ville, quoi. Alors l'alouette, c'est vraiment un oiseau qui n'est pas du tout urbain. Donc c'est assez satisfaisant de savoir qu'à quelques stations de RER de Châtelet-Les Halles, on peut entendre en saison le célèbre vol nuptial de l'alouette. Enfin, il est célèbre, je ne sais pas, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais, mais l'alouette s'élève comme ça, verticalement, avec un chant très particulier qu'on appelle le grisolement, et puis arrivé à une certaine hauteur, paf, elle tombe plus ou moins en chute libre. Bon, voilà, bref. Donc, voilà, c'est pas... Je craignais, évidemment, quand je me suis lancé là-dedans, je craignais la monotonie, en fait, non. Alors, c'est aussi un moyen de voir... on observe toutes sortes de phénomènes d'intérêt général. Je veux dire, bon, la désindustrialisation, par exemple, c'est en effet une chose que l'on perçoit parce qu'on traverse des régions qui ont été autrefois, enfin des zones qui ont été très industrialisées et qui ne le sont plus. On remarque aussi, beaucoup plus qu'ailleurs, la plupart des grands camps roms sont situés justement sur cette limite. Donc on tombe très souvent sur des camps roms, soit occupés, soit récemment démantelés. Donc c'est également une présence qu'on découvre particulièrement à cette occasion. Et puis on remarque aussi des quantités des strates, des couches successives d'installations militaires. Alors d'une part, la deuxième ceinture de forts qui a été construite au XIXe siècle pour prévenir, pour essayer d'éviter que ce qui s'était produit en 1870 se reproduise, à l'initiative d'un général boucher de la commune par ailleurs, qui s'appelait le général Serré de Rivière.
Et donc on tombe sur des... Alors certains de ces forts serrés de rivières sont abandonnés, d'autres sont voués à d'autres usages. Voilà, c'est quelque chose que bien sûr, je connaissais l'histoire de la ceinture des forts, mais je ne connaissais pas celle-là. Et puis d'autres installations militaires, mais qui d'ailleurs elles sont floutées sur les cartes, mais elles ne sont pas secrètes. C'est-à-dire que si on va sur Internet, elles sont mentionnées, qui sont par exemple des installations souterraines je sais pas, de captation des signaux, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, enfin bon, gérer, exploiter par la DGSE, etc. Bon, voilà, donc il y a toutes sortes de bizarreries, de choses inattendues. Bon. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre Si on découvre aussi par exemple, ça devient un sujet, je dirais, à la mode, puisque j'ai vu que Le Monde, le journal de référence, y avait consacré récemment une page, ou même une double page, l'extraordinaire prolifération du pavillonnaire. Alors d'abord, l'extraordinaire étendue du pavillonnaire ancien. Moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de pavillonnaires anciens dans la région parisienne, et puis le pavillonnaire nouveau. Bon. Et aussi le fait que les habitants de ces zones pavillonnaires ne correspondent pas exactement au schéma qu'on en a. Bon, il y a une nouvelle population dans ces quartiers de pavillons. Et quoi d'autre, je ne sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai 2-3 autres questions pour la suite. Donc bon, cette fois, Francis, vous n'avez pas de verre d'eau dans la main, donc vous allez devoir y passer aussi. Donc moi, le livre s'appelle Traversée, et c'est une traversée de l'Atlantique, pas de Bondoufle ni de la région parisienne, qui était aussi un endroit, une région du monde que je ne connaissais pas du tout, et que j'ai traversé professionnellement, parce que j'étais accompagnateur d'animaux. En fait, mon activité à l'époque était convoyeur de chevaux en avion, dans des avions de marchandises, et ça me promenait à travers le monde et extrêmement rapidement. Et un jour, on m'a dit que les chevaux ne prenaient plus l'avion pour aller aux Antilles, mais reprenaient des bateaux, parce qu'il n'y avait plus de ligne de marchandises. Et sitôt qu'on me l'a dit, je me suis dit, tiens, moi, je veux faire ça. J'ai envie de cet énorme continent bleu qui est sur les cartes, qui m'est complètement inconnu, au-dessus duquel je vole si souvent, je veux pouvoir y aller. Et en plus, je trouve que voyager, soit, comme l'évoque Jean, à la recherche de quelque chose, de la découverte de façon itinérante, ou alors professionnellement, sont pour moi les façons les plus intéressantes de voyager. Et donc je me suis fait embaucher sur un porte-conteneurs. J'ai fait une première traversée de l'Atlantique. On avait embarqué à Rouen. Ensuite, on avait caboté par Le Havre, Saint-Nazaire, puis Pointe-à-Pitre-et-Fort de France, où j'avais 12 chevaux. Et je voulais je me suis dit, tiens, je pourrais en faire un article ou un livre. Et j'étais assez sidéré, en tout cas hébété ou impressionné par cette expérience du large, que je suis revenu avec peu de notes. Et quelques semaines plus tard, je me dis, non, quand même, ça vaudrait le coup d'y retourner, d'en faire un livre. Donc j'ai cherché une seconde embauche, et la seconde fois, j'avais des chevaux, des taureaux et des moutons. Et donc le livre est à la fois sur le rapport aux animaux, le travail avec les animaux, mais aussi peut-être plus sur l'espace, le temps, qu'est-ce qui se passe quand on est des jours d'affilée au milieu de l'Atlantique, où le paysage est très différent de celui qu'on a habituellement, que ce soit autour de la région parisienne ou n'importe où sur Terre. Voilà, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça me faisait ces jours qui défilent au fur et à mesure. Plus après la découverte de l'univers de la marine marchande, des ports et de tous ceux qui y travaillent. Et alors pourquoi puisque vous avez commencé par travailler justement dans des avions, pourquoi est-ce que vous avez choisi de construire ce récit autour d'un voyage en bateau? Alors évidemment, en avion c'est plus rapide, mais ça aurait pu être sur plusieurs trajets, ça aurait juste pas donné le même livre. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément un voyage en bateau? J'avais déjà écrit des articles dans des revues sur le transport aérien, ou plutôt sur des notes que j'avais pu prendre dans les cockpits, dans des soupes d'avions de marchandises, sur des aéroports un peu à travers le monde. Là, il se fait qu'il y avait quelque chose de plus long, ça dure 13 jours. Il y avait aussi un début, une fin, ce qui est assez pratique pour faire un livre. C'est clé en main, là. On monte sur le bateau, on descend du bateau. Et puis j'aime beaucoup la forme du journal. Je suis grand lecteur de journaux. Et donc là, j'ai choisi de la conserver, jour 1, jour 2, jour 3. Aussi parce que ça permet de ne pas tout dire, ou en tout cas d'en laisser dans le blanc des pages.
C'est-à-dire quand on passe de jour 4 à jour 5, évidemment, le lecteur se rend bien compte que tout n'a pas été dit, mais ça se sent qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai une question commune pour vous deux sur votre démarche, parce que ce sont effectivement deux traversées et deux périples, mais dont la démarche, moi, m'a semblé assez différente. Celle de Jean, et peut-être, quand vous en parlez également, un peu plus d'ordre sociologique, et celle de la vôtre, Francis, peut-être un peu plus de l'ordre de... Alors, vous décrivez effectivement les animaux, les machines dans le bateau, etc., mais il y a quelque chose davantage de l'ordre de l'émotion du voyage. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la démarche qui fait la genèse de votre projet ? Peut-être pour répondre pour ce voyage-là, parce que j'en ai fait d'autres. Par exemple, j'avais fait le tour de la Francilienne à vélo, donc un petit peu dans les mêmes espaces qu'a fréquenté Jean à pied. Il se trouve que le bateau est un monde où il n'y a pas d'humain, ou presque. Donc pour faire un livre sociologique, c'était pas très pratique. Ouais, mais Jean, il en croise assez peu aussi. Hein. Il en croise peu, mais il y a des traces. Il y a des traces. Mais l'écriture n'est pas la même non plus. En tout cas, moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. Peut-être aussi que l'expérience de la navigation avec la marine marchande, c'est quand même une expérience assez monacale, assez solitaire. Et donc peut-être plus propice, je ne sais pas, hein, j'essaye de répondre comme je peux, mais plus propice à des méditations. Si on a peut-être moins à se mettre dans l'œil, on va dire, que sur Terre. Non, je pense que s'agissant de sociologie maritime, il y a une auteure, une autrice, je ne sais pas comment on doit dire désormais, moi je dirais plus volontiers une auteure, qui a écrit récemment un ouvrage justement de sociologie maritime. Enfin, je pense qu'elle est sociologue d'ailleurs, ou anthropologue, je ne sais pas, elle a embarqué sur plusieurs types de navires. Et elle a écrit un bouquin qui est certainement intéressant, mais malheureusement je ne peux pas vous dire le nom de l'auteur, ni le titre de son livre. Mais enfin, vous savez... Non, mais vous savez qu'il existe, avec un peu d'insistance. Mais si, c'est une femme, elle a écrit un bouquin. Vous n'allez pas faciliter mon travail, là. Non, mais parce que ça m'a fait penser que oui, ça c'est un ouvrage de sociologie maritime et que j'aimerais bien lire personnellement. Moi, je peux en citer un, qui est en anglais, qui est très intéressant. Elle s'appelle Catherine Berger, c'est une sociologue belge, et c'est un recueil d'entretiens avec des marins philippins. Et donc, c'est classé par chapitre, c'est-à-dire c'est le mélange des nationalités, la relation aux proches, la nourriture, etc. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est une matière brute de ceux qui font des vraies expériences. Moi, je suis parti 15 jours en mer terrien. Eux, ils embarquent 9 à 12 mois et ils rentrent un mois à terre. Donc ça n'a rien à voir. Mais il date de quand ton livre là? Je l'ai à la maison, je te dirais. Mais, non, je dirais une 5-6 ans. Ah oui, non, c'est pas la même alors. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de moi là? Ah bah là j'attendais la réponse à la même question que pour Francis, mais je peux la répéter parce que non, c'était sur la démarche et la démarche d'écriture aussi quand vous vous engagez dans un projet comme ça, parce que vous en l'occurrence, contrairement à Francis, c'est vraiment très 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 ancré dans le réel et quelle démarche il y a derrière justement pour vouloir en faire un livre. Pourquoi vouloir en faire un livre? Mais oui. Et est-ce que vous sentez une démarche de romancier? Est-ce que vous sentez une démarche d'explorateur? Est-ce que vous sentez une démarche justement de journaliste, de sociologue, Un peu tout ça. Ah, d'accord. Un peu tout ça. C'est vrai que si, d'une certaine façon, paradoxalement d'ailleurs, parce que, si j'ai quand même écrit quelques ouvrages de fiction, mais pas tellement, bon. Mais je pense quand même que c'est la fiction et non pas la mère de tous les vices. Mais un peu d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même ce qu'il y a de mieux en littérature. Voilà. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais je pense que d'arriver à écrire une fiction qui se tienne, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort, quoi. Bon, je dis ça, je lis beaucoup d'ouvrages non fictionnels que je trouve formidables, mais si je m'étais senti capable, d'abord ça aurait pris beaucoup plus longtemps, d'écrire sur le même sujet. Un roman, une fiction. Sans doute l'aurais-je fait, sans doute aurais-je tenté de le faire. Mais je suis à l'origine de ce projet. Il y a aussi d'abord, j'avais fait auparavant un livre qui s'appelle Le Pont de Beson, avec une démarche un peu semblable. Sauf que là, c'était sur les bords de la Seine, entre Meaux,
Meaux? Non. Entre Melun, pardon. Ouais. Je suis un peu fatigué. Entre Melun en amont et Mantes en aval. Et à l'exclusion de Paris, puisque naturellement la Seine, entre-temps, elle passe par Paris, mais j'avais laissé Paris de côté parce que ça ne m'intéressait pas. Et donc c'est pareil, c'était un prétexte aussi pour observer un peu des évolutions sociétales plutôt. Bon. Donc c'était là aussi un travail qui, oui, touche un peu à la sociologie, mais il y a quand même un aspect qui est très important dans tout ça pour moi, c'est que c'est la marche. C'est que D'abord, c'est une des seules choses que je sache faire plutôt bien, marcher. J'ai plutôt bien d'abord parce que j'en suis encore physiquement capable, pourvu qu'il n'y ait pas trop de dénivelé, et en outre parce que je sais le faire, c'est que je pense que je suis un marcheur attentif. C'est-à-dire qu'on peut très bien marcher sans rien voir. Moi, je pense que quand je marche, c'est un rythme qui me convient pour remarquer un tas de choses. Bon, je parlais tout à l'heure du chant de l'alouette, mais enfin, il y a 1000 autres choses. Bon, oui, il y a des trucs. Je pense par exemple sur des choses qu'on découvre justement en marchant, et en marchant si possible, soit d'ailleurs sur les berges de la Seine, soit genre sur cette limite entre la ville et la campagne. Je parlais tout à l'heure des camps roms, mais il y a un truc que j'ai fait une découverte quand même très importante, qui est des procédés de labourage de la terre pour empêcher des squatteurs de s'y installer. Et ça, j'ai observé, quand je l'ai décrit, que c'était assez peu connu. Alors que c'est devenu quand même un élément assez caractéristique du paysage périurbain, justement. C'est que sur des terrains des terrains vacants, dont on veut éviter que des squatteurs s'y installent, soit sur des terrains où ils se sont précédemment installés et où on ne veut pas qu'ils reviennent, on procède. Ça s'est fait par exemple pour la ZAD du triangle des Bermudes, là, du triangle de Godès. Et après donc l'expulsion de cette ZAD, dont l'existence, contrairement à celle de Notre-Dame-des-Landes, enfin, d'ailleurs, c'est pas du tout le même propos, mais elle a été très brève. Hein. Elle a tenu, je sais pas, une quinzaine de jours avant de se faire expulser. Et aussitôt après, des engins de terrassement viennent soulever la terre en vagues, comme ça, gigantesques, qui sont comme des sillons de labour, mais complètement démesurés. Et c'est des paysages très, très étonnants, quoi. Et quand on découvre ça pour la première fois, on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, quoi ? Qu'est-ce qui a bien pu mettre la terre dans cet état ? Et en fait, l'idée, c'est de la rendre absolument impraticable, mais elle est impraticable pour tout, on ne peut même pas marcher, quoi. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que là, je ne suis pas absolument sûr de mon coup, mais quand même à peu près sûr, c'est que à Sarcelles, il y a un terrain qui a dû connaître ce traitement. Bon, et à la longue, forcément, l'érosion et peut-être aussi un peu de travail humain a permis d'araser, je veux dire, les crêtes de ce paysage, et ça a été converti, mais donc de manière absolument sauvage, enfin de manière absolument spontanée, en petits jardins. Bon, un peu sur le modèle de ce qu'on appelait des jardins ouvriers, sauf que là, c'est pas du tout organisé, c'est tout à fait spontané, quoi. Des petits jardins, et quand on est attentif, on observe il n'y pousse pratiquement que du haricot rouge. Enfin, en fait, il pousse un peu d'autres trucs, mais surtout du haricot rouge. Or, le haricot rouge est l'ingrédient de base de la feijoade. Donc, on se dit qu'on a peut-être affaire à des populations lusophones. Hein. Et effectivement, on finit par découvrir, parce qu'il y a des jours, en plus c'est très impressionnant, où il n'y a absolument personne dans ces jardins. Puis pendant le week-end, il peut y avoir tout d'un coup beaucoup de monde, et en fait, tous les gens, peut-être pas tous, mais 90% des gens qui s'occupent de ces petits jardins sont originaires des îles du Cap-Vert, c'est les Cap-Verdiens. Et donc c'est des mangeurs de feijoade, et donc ils font pousser là du haricot rouge et peut-être d'autres ingrédients de la feijoade. On trouve de l'exotisme finalement, même dans des endroits assez incongrus. Oui, bien sûr, oui. Oui, bon, ça j'en aurais d'autres exemples. Hein. Je sais que vous voyagez aussi également à l'étranger. Vous avez la même, comment dire, on aborde de la même manière un voyage à l'étranger justement qu'un voyage en banlieue parisienne. Oui, enfin, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai fait du reportage, quoi. Donc,
Mon reportage a quand même des contraintes. Aucun journal, hélas, ne va vous accorder un reportage de 8 ou 10 mois pour faire le tour de Paris. Hein. Ça a peut-être existé autrefois, dans des temps bénis, mais ça n'existe plus. Un éditeur comme POL, oui. Oui, un éditeur, oui, mais pas un journal. Donc, il faut travailler plus vite, quoi, oui, bien sûr. en reportage. Mais enfin, il y a beaucoup de choses communes, oui, notamment enfin, moi, je suis toujours beaucoup intéressé aux détails, moi, et je pense qu'on peut, à travers des détails apparemment infimes ou insignifiants, suggérer quelque chose, quoi. J'y pense que là, je racontais l'autre jour à quelqu'un, je pense que c'est dans le livre, d'ailleurs, enfin, c'est un livre que j'ai écrit autrefois sur les chrétiens palestiniens. Bon. Parce que c'est un pays, une communauté qui m'intéressait, bon, pour toutes sortes de raisons. Et je me suis trouvé, j'étais l'hôte de religieuses qui s'appellent des franciscaines de Marie à Bethléem. Et c'était une période de couvre-feu. Enfin, c'est pas ce qui manque d'ailleurs en Palestine, mais donc des périodes de couvre-feu, donc on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, c'était spécial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans les rues, il y a des militaires un peu partout. Enfin, c'est un climat extrêmement tendu. Et là, c'était d'autant plus tendu que ça survenait immédiatement après l'occupation de la basilique de la Nativité. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais enfin, la basilique de la Nativité avait été occupée par des combattants palestiniens. Bon. Et donc l'armée israélienne avait fait le siège, il n'y avait pas eu d'assaut contre la basilique de la Nativité, mais il y avait eu ils s'étaient déployés tout autour pendant, ça avait duré, je sais pas, des semaines, je crois. Bon, et notamment, ils avaient des positions dans le jardin de ces religieuses. Et moi, je vois, tout à coup, il y avait des petits murets, c'est un jardin méditerranéen, donc il y a des petits murets comme ça. Et à un endroit où on avait une assez belle vue sur l'arrière de la basilique de la Nativité, il y avait un petit tas de mégots. Et en fait, ce tas de mégots, c'était un sniper, un tireur d'élite de l'armée israélienne qui s'était positionné là parce qu'effectivement, il y avait une vue intéressante sur la basilique. Et il était resté assez longtemps, des jours et des nuits pour accumuler ces mégots. Voilà, donc c'est même pas un objet. Enfin, ce petit tas de trucs là évoquait toutes sortes de choses, quoi, toutes sortes de choses à partir de ce détail insignifiant et qu'on ne pouvait remarquer qu'en étant extrêmement attentif, quoi. Et j'aime bien partir de ce genre de trucs. Et là, c'est pareil, c'est quand même une démarche qui est plus littéraire que journalistique, parce que dans un reportage en presse écrite, vous n'en faites pas grand-chose du petit tas de mégots. Bon, mais c'est vrai que pour moi, les deux se sont toujours mutuellement enrichis, nourris, puisque en fait, j'ai pas été ceci d'abord et cela ensuite. Pendant quelques dizaines d'années, 20 ou 30 ans, j'ai fait les deux simultanément ou alternativement, du journalisme, du reportage et puis de l'écriture de livres. Et ça se ressent effectivement dans vos ouvrages. Et c'est entre autres ce sens du petit détail qui a sa signification qui m'a beaucoup plu. Et alors, votre livre, Jean, repose quand même sur l'idée d'une frontière entre la ville et la campagne. Donc là, cette frontière est plus ou moins palpable. Pour vous, Francis, est-ce que vous pourriez nous parler du rapport à la frontière quand on fait une traversée en bateau ? Oui. La première, qui est très concrète, c'est peut-être si on a lu la littérature du 19e siècle, on a vu d'anciens reportages sur les ports, on imagine, on voit tous les dockers qui déchargent à l'épaule, les bateaux, des ports grouillants de monde. Aujourd'hui, on arrive, il y a des barbelés, des grillages sur 5 mètres de haut et un poste de sécurité où on vous demande votre passeport. Donc là, il y a une frontière tout à fait réelle. Donc là, pour moi, c'était sur le port de Rouen. Ça, c'est une première frontière. La deuxième, pour moi, c'est le bateau. Moi, j'ai embarqué sur un bateau qui, pour un non-marin comme je l'étais, me semblait immense. Il faisait 200 mètres de long pour des
professionnels de la marine marchande, ça n'est rien. Les plus grands font 400 mètres de long maintenant, prennent plus de 20 000 conteneurs, celui-là en prenait 2000. Mais il n'empêche que quand le bateau se met à quai, c'est une sorte de falaise qui vient se mettre à quai, sachant que j'étais dans la campagne normande, on est sur les berges de la Seine. Donc ça, il y a une première frontière et on va dire l'espace entre deux postes de douane, c'est l'échelle de coupée. Cet espace on n'est pas encore sur le bateau, on n'est plus à terre. Ça, c'est une première frontière. Ensuite, moi, je crois que celle qui est la plus marquante, pour moi, ça a été le débarquement, descendre du bateau. Et là, c'est une frontière qui est, je ne sais pas si on peut dire frontière, mais en tout cas, je me rappelle d'avoir le sentiment d'avoir été projeté à terre. Parce qu'au bout de 15 jours, j'avais mes repères, ceux du soin des animaux, c'est quelque chose d'assez routinier, d'assez répétitif, de très chaleureux aussi, c'est animal, c'est vivant. On croise très peu de monde sur le bateau. Moi, il y avait 20 marins, sachant que si vous prenez ceux qui travaillent de nuit, ceux qui travaillent à la machine, c'est-à-dire sont à peu près des mineurs de fond, le capitaine, son second qui travaille dans des bureaux, le cuisinier, son aide à la cuisine. Sur 20 personnes, il vous reste plus grand monde à croiser sur un bateau de 200 mètres de long. Donc, d'où le fait que je disais que c'était une expérience assez monacale. Et tout d'un coup, le bateau s'amarre et vous avez des dizaines de dockers déjà qui montent sur le bateau. Limite, on pourrait parler d'invasion. Mais c'est la sensation que ça donne. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui se ruent dans votre espace. Et ensuite, à terre, moi j'ai le souvenir de ne pas être sorti, je crois, de ma chambre d'hôtel pendant 24 heures, les premières 24 heures, une fois à terre. Alors que je n'avais jamais été en Martinique, que c'est sûrement une très très belle île, mais il me fallait un sas un petit peu pour le temps de débarquer, le temps de me réhabituer à autant de monde d'un coup, autant d'informations, autant de choses à lire, autant de choses à voir, etc. Et aussi parce que j'avais avalé, et j'étais en train de digérer un premier voyage et que j'avais plus trop de place pour un second qui s'offrait à moi, qui était les Antilles. Oui, vous parlez également moi, je trouvais très intéressant parce que je m'étais jamais posé la question, à vrai dire, mais vous parlez aussi de la façon dont le temps s'écoule, mais également du côté beaucoup plus technique et pratique sur le décalage horaire, qu'en fait, c'est chaque jour, on décale d'une heure, alors que c'est vrai que quand on prend l'avion, c'est tout d'un coup 10 heures, voilà. Oui, en mer, les journées font 25 heures oui. Quand on va vers l'ouest. Et 7 heures fait quelque chose. C'est aussi une manière, moi je l'ai vu comme une manière de passer une frontière aussi, effectivement. Voilà, je m'étais jamais fait la réflexion qu'effectivement ça devrait probablement être très progressif, en effet, puisque c'est pas du tout de la même manière. Ce qui relie vos deux ouvrages, c'est aussi, moi en tout cas c'est le sentiment que j'en ai eu, un attrait pour se promener à pied dans les zones où habituellement personne ne se promène à pied, ou très peu de gens. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet attrait ? Oui, non, je pensais simplement rajouter un truc sur les frontières. Ah oui, pardon. Les frontières à bord. Il y a quand même aussi c'est un peu facile, mais il y a quand même aussi une frontière qui est sociale et souvent nationale c'est extrêmement hiérarchisé. Et encore sur un bateau de commerce, c'est rien à côté d'un bateau militaire. Mais sur des bateaux de la Marine nationale, il peut y avoir jusqu'à 5 carrés différents pour les officiers supérieurs, officiers subalternes, etc. Et même sur un cargo, il y en a toujours deux. Il y a équipage et encadrement, et état-major. Et donc une frontière sociale et qui est souvent aussi une frontière nationale, puisque l'état-major est généralement européen et le personnel, les matelots sont philippins souvent. Mais aussi d'ailleurs originaires du sous-continent indien, etc. Donc c'est vraiment deux univers qui communiquent finalement assez peu, quoi. Encore qu'il y ait traditionnellement, je me rappelle plus ça, mais le dernier dimanche de la traversée, il y a ce qu'on appelle le dimanche après-midi échaumé, sauf pour un timonier qui reste en veille. Donc c'est la demi-journée de congé, et il y a traditionnellement un barbecue. Donc on mange des kilos de viande et on boit. Et l'internationalisme est quasiment impossible à bord, ce que disait Jean. C'est-à-dire que les conditions d'embauche sont tellement différentes entre les officiers français, les marins philippins, les marins roumains, les marins indiens, que c'est très difficile de fraterniser. Plus le fait que les équipages sont renouvelés
au fur et à mesure des escales, petit à petit. Vous n'avez pas un équipage qui monte sur un bateau pendant 6 mois. Vous avez une escale, un électricien descend, un autre remonte. La suivante, un timonier descend, un autre remonte. Donc ça, c'est toujours en mouvement. Et donc j'ai le souvenir qu'il y avait ce barbecue et que moi, c'était un équipage principalement roumain et français. Et moi, je ne voulais pas être qu'avec les Français ou qu'avec les Roumains. Donc je passais de l'un à l'autre. Et un marin roumain me dit à un moment, tu restes dans le no man's land. Tu es entre les deux. Et ça évoque vraiment ce que tu disais. C'est-à-dire que les frontières sont très très strictes et l'héritage, même dans la marine marchande militaire, se sent encore très très fort. Hein. C'est extrêmement codifié. Voilà, c'est une suite de frontières. Mais je précise aussi, pour avoir pratiqué un peu les deux, enfin, le commerce et la marine nationale, que ces clivages, enfin cette hiérarchie ou cette différenciation des carrés, c'est une chose à laquelle les gens sont très attachés. Ils n'ont pas du tout envie de faire carré unique. Et je sais qu'il y a dans des pays un peu exemplaires sur le plan de la démocratie sociale, comme l'étaient à un moment donné les pays scandinaves, ils ont essayé, enfin, peut-être ont-ils réussi à faire des carrés uniques, mais en France, ça passerait pas du tout. Enfin, les gens n'en ont pas du tout envie, ne serait-ce que parce que spécialement dans les carrés inférieurs, si je puis dire, on peut dire librement du mal de la hiérarchie, ce qu'on ne pourrait évidemment pas faire si on était dans le même carré, quoi. Donc ce serait en fait priver les gens d'une liberté que de leur imposer le carré unique. Et alors du coup j'ai oublié quelle était l'autre question. La question est marcher dans des endroits où... Ah oui, il n'y a personne, oui, voilà, bah oui, oui. Bah, je n'en ai pas fait exprès, ça confère un caractère un peu solennel à la démarche, quoi. Enfin, oui, parfois c'est inquiétant, quoi. C'est bizarre d'être seul. En ce qui me concerne, d'autant plus que une grande partie de ce trajet autour de Paris, je l'ai fait sous confinement. Non pas le premier qui était extrêmement strict et où, comme tout le monde, je claquais des dents murées dans ma chambre, voilà, en applaudissant tous les soirs les soignants à 8 heures et en attendant de mourir. Mais en revanche, le second, je l'ai enfreint de manière semi-légale, puisque mon éditeur m'avait pourvu, d'abord parce que normalement je devrais avoir une carte de presse, je ne l'ai plus, mais je pourrais en avoir une, auquel cas j'aurais eu le droit de me balader. Et puis à défaut de cette carte, j'avais un papier expliquant que je faisais le tour de Paris et que ça ne pouvait pas attendre. Mais donc les gens étaient particulièrement rares. De toute façon, si vous voulez, c'était principalement des zones de grande culture, pour ce qui est de la campagne, de grande culture céréalière. Et il y a très peu de monde, hein, sauf en période de la moisson. Il y a aussi des saisons de l'épandage des produits d'hiver que nous sommes heureux de consommer par la suite. Bon. Et puis il y a des vergers aussi. Ça, c'est aussi une découverte que j'ai faite, par exemple, parce que j'étais très ignorant de tout ça. J'ignorais qu'il y eût encore autour de Paris des vergers. On produit pas mal de pommes, notamment. Alors, c'est pas des pommes qui sont destinées à enfin, on les mange pas sous la forme d'une pomme. Je pense que c'est pour faire probablement des compotes et des choses comme ça. C'est des pommes d'une qualité assez inférieure. Mais donc, il y a des vergers. Il y a encore une assez grande superficie de vergers. Donc là, c'est pareil. Bon, d'une façon générale, il n'y a personne. Mais au moment de la cueillette des pommes, alors on voit débarquer, un peu comme tu disais, les champs sont envahis aussi par des gens alors venus du bout du monde. Je pense, moi, que le verger où j'ai assisté, comment dire, marginalement à la cueillette des pommes, je pense que c'était des Kurdes qu'on y employait. Hein. Et donc c'est vrai que de toute façon, les gens, on rencontre peu de gens, et les gens qu'on rencontre, on ne s'attend pas à les rencontrer. Bon. Oui, c'est forcément des chemins qui sont prêts à la promenade non plus. Parfois, voilà, on est un peu inquiet, quoi. C'est comme... pourquoi est-ce que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé, pourquoi est-ce que quand on est en ville, fort heureusement, on n'est pas supposé saluer les gens qu'on croise sur le trottoir, et pourquoi quand on est sur un chemin, on le fait? Parce que c'est un signe de non-agressivité, quoi. Donc ça veut bien dire, si vous êtes sur un chemin absolument désert, et qu'à 1 kilomètre en avant, vous voyez quelqu'un qui vient dans la direction opposée, vous éprouvez une espèce d'inquiétude atavique. Voilà, c'est qui, quoi? Et la personne se dit exactement la même chose. Et donc, il y a une espèce de tension qui croît et qui se détend. Et, là, comme on se salue. Mais quelquefois, on se demande ce que les gens foutent là. Bon. Et puis, parfois, ils sont adonnés à des activités illégales de faible intensité, ou parfois même, d'ailleurs, de grande intensité, j'en sais rien. Mais
Ils peuvent être en train de dépecer des voitures, ils peuvent être en train de... Il y avait, alors là, je ne sais pas, il y avait des gens qui viennent, par exemple, ramasser des épis de maïs pour les vendre après à la sortie des bouches de métro à Paris. Bon. Et donc voilà, qui ont une bagnole qui est au milieu du champ de maïs, et ils sont là en train de ramasser des épis. Bon, on a quand même un peu l'impression de les déranger, donc on leur demande pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand même, dans l'ensemble, oui, on rencontre peu de gens, Ouais. Et en même temps, on rencontre, enfin ceux qu'on rencontre, oui, on fait des rencontres intéressantes, quoi, mais plutôt dans les... Malgré tout, c'est à la limite ville-campagne, donc c'est pas un truc sur la campagne. Et donc, dans les petites agglomérations qu'on côtoie ou qu'on traverse, on peut faire des rencontres. Bon. Alors, c'est pas volontaire d'emprunter des chemins qui sont peu empruntés. Est-ce que là, vous le décrivez comme le fruit, pas du hasard, mais voilà, il s'est trouvé qu'il n'y avait personne sur votre route, donc c'est pas forcément volontaire d'aller dans ces endroits. Non, pas du tout. En même temps, c'est vrai qu'il y a parfois où on est... d'une certaine façon, pour apprécier un paysage, il faut être seul. Bon, c'est ce que dit très justement Laurence d'Arabie, je ne sais plus où d'ailleurs, mais il dit pas mal d'autres choses intéressantes. Mais il dit qu'en gros, bon, si on n'est pas seul, on ne peut pas apprécier vraiment un paysage. Bon, je partage un peu ce point de vue. Bon. Mais en même temps, ce qui fait le prix des rencontres, c'est qu'elles sont rares. Et je pense à 2 rencontres, alors, une bonne, une mauvaise, bon, dans le même endroit. Il y a un type, justement toujours là dans le fameux triangle des Bermudes, là, le triangle de Gonesse. Il y a donc c'est des champs de céréales, pareil, et il y a une petite butte qui est en fait une butte de déchets, mais de déchets pas radioactifs, pas non plus des déchets domestiques. Je pense que c'est là aussi des gravats. Enfin, qui auraient été maintenant, il y a de la terre. Et il y a un type. Il y avait toutes sortes il y avait des arbres fruitiers, il y avait toutes sortes de choses qui poussaient sur cette butte que j'avais vue plusieurs fois déserte, mais dont j'avais remarqué qu'elle était cultivée, et même de manière intensive. Et un jour, je suis tombé sur un type que j'appelle le jardinier kabyle, parce qu'il était kabyle, et qui était un vieux monsieur extrêmement sympathique. Enfin, vieux, il avait mon âge, à vrai dire, bon, mais il était complètement sourd, un peu plus que moi. Bon. Il était extrêmement sympathique, et en effet, je l'ai rencontré un peu trop tôt, c'est-à-dire que notamment, il avait 1 ou 2 abricotiers dont il prétendait qu'ils donnaient des fruits magnifiques, ce qui est assez rare en région parisienne, et donc il m'avait invité à repasser plus tard. Et quand j'y suis repassé au moment où les abricots devaient être mûrs, et c'était la première fois que ça m'arrivait, je suis tombé à l'entrée du chemin sur quelqu'un qui se présentait comme le propriétaire des terres, qui l'était probablement, et qui m'a absolument agonie d'injures, et avec qui on a failli se péter la gueule. Bon. Et d'autant plus qu'il était assez petit et chétif, mais très agressif. Bon. Et je pense qu'il m'a pris, en fait, c'était après l'évacuation de la ZAD. Et je pense que, voilà, à mon allure, il a dû me prendre pour un zadiste qui venait voir s'il ne pouvait pas se réinstaller. Quoi. Parce qu'autrement, il n'avait aucune raison d'être aussi agressif. Et je dis ce qui est intéressant, comme on retire une réflexion profonde sur l'âme humaine, c'est que ce type que moi j'ai perçu comme quelqu'un d'absolument odieux, quoi, et à qui j'avais vraiment envie de coller un pain. Quoi. Bon, et lui aussi avait envie de m'en coller un, d'ailleurs. Bon. Et c'est apparemment celui qui avait concédé cette petite butte à celui que j'appelle le jardinier kabyle par une forme de générosité. Donc ce type était capable à la fois d'être généreux et d'être odieux. Bon. Et alors j'en ai voulu d'autant plus qu'après j'étais dans un état de nerfs terrible et que je devais cheminer le long d'une départementale, mais une départementale qui a un débit autoroutier, bon, comme il y en a beaucoup dans la région parisienne, et il y avait un rail de sécurité. Je me suis pris les pieds dans le rail de sécurité. Je me suis fait vachement mal, et en plus je me suis étalé sur la route, et je prétends que, si un camion était passé à ce moment-là, j'étais décapité, et tout ça par la faute de ce propriétaire terrien. Alors Francis, est-ce que vous vous souvenez de la question? Très bien. Moi non, donc allez-y. J'ai essayé de réfléchir à la question depuis tout à l'heure. Ce dont je peux témoigner, c'est que souvent, pour partir en voyage, soit on est missionné pour quelque chose. Moi, j'ai pu être missionné pour faire du transport et j'en fais encore. Ou alors, il faut qu'on se trouve un démarreur, quelque chose qui nous emmène. Et c'est ça qui est un peu marrant et qui généralement nous amène dans des endroits où on n'aurait pas été de nous-mêmes, où il y a là une vitesse différente. Et c'est ça qui permet
peut-être de voir et ensuite de gratter un petit peu et qu'il se passe quelque chose autour de nous, en nous. Et c'est ça qui me semble intéressant. Je peux donner quelques exemples. Allez-y. Non, il m'est arrivé, je collaborais à une revue où il y avait personne n'était payé, mais il y avait simplement une rubrique qui s'appelait le reportage à 100 €. Et donc on donnait 100 balles à quelqu'un et qui racontait ce qu'il en faisait. Et les temps étant durs, pour un sort de numéro anniversaire, il avait été prévu de faire le reportage à 100 €, mais de faire 10 reportages à 10 €. C'est-à-dire la même somme, mais 10 articles. Je pensais que ça allait être le reportage à 1000 € et donc 10 personnes pour 100 €, mais non. Donc voilà, il était prévu que je reçoive 10 € que je n'ai jamais reçu. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça qui m'amène à un endroit où je n'aurais pas imaginé aller, ou qui m'amène à vivre quelque chose que je n'aurais pas imaginé vivre. Puis si je vais le dépenser, je sais déjà ce qui va m'arriver. Et donc l'idée qui m'est venue, j'habitais à l'époque à Paris, c'était d'aller dans la salle des pas perdus à la gare Saint-Lazare, de déposer ce billet au sol, de me poster à 5 mètres de là, et ensuite d'attendre et, que quelqu'un le ramasse, et ensuite de suivre cette personne, et donc de faire une filature. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais si, très bien. Ça, c'est du sofical. Et alors, ça a pris assez longtemps. Je peux témoigner que les gens ne regardent pas par terre. Et je crois que ça a duré 5 ou 10 minutes qui m'ont paru peut-être les plus longues de ma vie. Ce billet a failli être ramassé par quelqu'un dont c'est le métier de ramasser les choses par terre, c'est-à-dire quelqu'un qui était en charge du nettoyage de la gare, qui passait extrêmement près. Là, je me suis dit, bon, je vais passer les 8 prochaines heures à suivre cet homme, là, mais pourquoi pas. Et finalement, une jeune femme l'a ramassé, a eu un très beau et grand sourire d'avoir trouvé ces 10 €. Et elle est montée dans un train dans lequel je suis monté. J'ai pu reconnaître que c'était un train de banlieue et pas un train qui desservait la Normandie, mais j'ai pas eu le temps de voir où nous allions. Je n'avais pas de billet, bien sûr. Et donc voilà, après j'ai décrit, j'ai pris des notes au fur et à mesure. Nous sommes descendus à une gare et j'ai perdu la trace de cette personne parce que je n'osais pas la suivre de trop près. C'est ce que j'allais dire par les temps qui courent. C'est-à-dire dans votre mariage. Nous avons 2 enfants. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, l'idée était d'en faire un texte. Et voilà. Je crois qu'on a besoin des fois soit de protocole de voyage ou alors ou d'une contrainte ou de protocole de voyage pour partir. Alors, il est déjà quasiment l'heure, donc j'ai une dernière question quand même, puisqu'on est là aussi dans le cadre des 40 ans des éditions POL. Est-ce que vous pourriez nous raconter chacun votre rencontre avec les éditions POL ? Oui, enfin moi, ma rencontre avec les éditions POL, c'est une rencontre avec Paul Tchaikovsky, Laurence. Et je sais pas, c'est un peu... Oui... Non, mais je ne peux pas dire que j'étais mécontent de mon éditeur précédent, parce que d'abord, j'en étais pas vraiment mécontent, puis ça se fait pas, de toute façon. Mais il se trouve que je veux dire, Paul n'a jamais été piqué des auteurs. Bon, donc j'étais notoirement à la recherche quand même d'un nouvel éditeur, et Emmanuel Carrère, qui était un ami, enfin il l'est toujours d'ailleurs, mais on se voit moins, a eu l'idée, une bonne idée, je pense, de m'inviter à dîner avec Paul et Amy, sa compagne. Et voilà, on a parlé. Enfin, je veux dire, ça reposait principalement sur le fait qu'on s'est extrêmement bien entendu personnellement. Enfin, Paul m'a inspiré aussitôt une extrêmement vive sympathie. Je pense qu'il m'a trouvé sympathique aussi, en dehors du fait qu'on avait évidemment des références communes, mais ça ne suffit pas, quoi. Oui. Et donc, de cette sympathie mutuelle a fait que j'ai choisi cet éditeur et que ça fait quand même assez longtemps maintenant. Voilà, et que vous y êtes toujours a priori et que bien. Je ne le regrette pas. Moi, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai été très content d'avoir réussi à terminer d'écrire ce livre. Et je m'étais dit, je ne réfléchirai aux éditeurs à qui je souhaite l'envoyer que quand j'aurai terminé de l'écrire. Et donc je m'étais dit, je vais l'envoyer à 3 éditeurs, j'attendrai 3 mois, j'enverrai à 3 autres éditeurs. Si ça ne passe rien au bout de 3 mois, j'envoie à 3 autres. S'il ne se passe rien au bout de 3 mois suivants, j'ai déjà écrit un livre, c'est déjà pas mal, et j'en écrirai un autre. Et dans mon
premier lot de 3, je me suis dit, je vais l'envoyer par courrier postal à un éditeur que j'apprécie beaucoup, qui sont les éditions POL, qui me faisaient rêver. Puis j'ai envoyé à 2 plus petits éditeurs. J'ai reçu une lettre de refus très rapidement d'un des plus petits éditeurs. Et au bout des 3 mois, alors que j'étais à la limite d'imprimer mes 3 exemplaires suivants, j'ai reçu un email de Paul Wachowski-Laurence. Et là, j'avais déjà tout gagné. Moi, j'étais déjà très heureux d'avoir reçu un email de lui, où il me disait pourriez-vous me renvoyer votre manuscrit sous format numérique ? Moi, j'étais tellement content de ma boîte aux lettres et de mon courrier postal 3 mois précédents. Et donc, je lui renvoie sous format numérique. Et j'attends 3 mois de plus. Je me dis, je ne veux pas être insistant, le livre se débrouille tout seul. Et au bout de 3 mois, je me dis quand même, peut-être que là, je peux me permettre de venir aux nouvelles de sa relecture sur format numérique. Ce que j'ai fait, et on s'est rencontrés, je l'ai vu 2 fois. Et ça a été des rencontres très fortes pour moi. Je pense de la même façon un peu que pour tous les auteurs de la maison d'édition. Et voilà, j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait une très grande densité dans chacun de ses mots. Voilà, j'ai l'impression d'être resté assez longtemps dans son bureau, et quand je suis sorti, je crois que j'étais resté 16 minutes. Voilà. C'est l'inverse du voyage en bateau, en fait. Voilà. Je pense que c'est une parfaite occasion de terminer cette rencontre sur ça. Merci. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023. Réalisation Radio avec Radio Plus et Radio Terre.